Bonjour, aujourd'hui à l'émission, Marie-Soleil Boucher nous montre à cultiver à la maison nos propres pousses sur terreau. Sarah s'est rendue dans le parc national de la Gaspésie pour en apprendre davantage au sujet des avalanches. Mais pour commencer, je suis allée à Saint-Augustin pour rencontrer Franck Sergerie, l'homme derrière la toute nouvelle distillerie Vice et Vertu. Médecin de jour et distillateur de nuit, ce passionné de l'univers des alcools fins a réalisé un grand rêve en mettant sur pied une entreprise qui concocte un gin à l'écorce de bouleau. J'ai visité la distillerie alors que se déroulait une séance très festive d'étiquetage de bouteilles entre amis. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Fait que c'est ça, on centre l'étiquette. Moi, ils sont toujours croches, mes étiquettes, mais c'est pas grave. Fait que je commence par le centre, puis après ça, je fais le côté pour essayer d'avoir le moins de bulles possible, parce que quand on regarde le produit de l'autre côté, on veut avoir l'effet cuivré comme ça. Alors, on est avec Franck Sergerie, tu es le propriétaire de la microdistillerie Vice et Vertu. Parle-moi un petit peu de comment tout ça a commencé. Tout ça a commencé, ça fait, je te dirais, à peu près 6-7 ans. J'avais lu un article qui avait piqué ma curiosité, puis je me suis dit, j'aimerais donc bien ça, faire ça moi aussi. Maintenant, du rêve à la réalité, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de cheminement. Donc, j'ai commencé à lire un petit peu là-dessus, parce qu'au départ, la bière, on sait comment c'est fait. Le vin, on a une bonne idée comment c'est fait. Le gin, le vodka, pas tant. Oui, moi, en tout cas, j'avais pas d'idée. J'étais un amateur, mais j'avais pas d'idée comment c'était fait. Donc, j'ai commencé à lire tout ce qui se faisait là-dessus. Puis plus je lisais, plus je m'intéressais à la chose. Puis à un moment donné, j'ai dit, bien, j'aimerais ça en faire. Puis, je me suis intéressé à ce moment-là au processus pour pouvoir le faire légalement. Puis, j'ai constaté que c'était quand même assez complexe. Il y a beaucoup d'exigences, puis beaucoup d'étapes. Quand tu fais ta demande de permis, bien, c'est une enquête policière, puis ça te prend des locaux, puis c'est correct. Il faut que ça se fasse de même, il faut que ça soit clean. Mais fait que j'ai décidé quand même d'embarquer dans le processus. Puis, il y a 2 ans, j'ai fondé la compagnie Vice et Vertu. Puis, 8 mois plus tard, on a eu notre permis de la RAGJ. Puis là, j'ai dit, go, on commence, on fait nos tests, puis on essaie de développer notre gin. Ce que vous voyez en arrière, c'est ça, c'est un tote d'alcool. La plupart des distillateurs, quand on commence, on travaille avec l'alcool de grain neutre pour faire un gin, pour avoir des revenus un petit peu qui vont nous permettre, après ça, de développer ce qu'on veut tout faire notre alcool nous autres mêmes pour faire des whiskies. Il y a comme une nouvelle tendance, on dirait, qui s'installe au Québec, des microbrasseries, des microdistilleries. Ça a comme pris une envergure assez importante dans les dernières années. Comment est-ce que tu vois ça, toi? En fait, on suit une tendance qui, souvent, comme c'est comme ça part de l'Ouest puis ça s'en vient vers l'Est. Donc, les distilleries canadiennes ont commencé dans l'Ouest. Les lois ont changé tranquillement, pas vite, puis graduellement, on s'est étendu dans l'Est. Puis on est à peu près 10 ans en arrière sur le boom des microbrasseries. Donc, on est en pleine effervescence là, des microdistilleries. Puis les gens sont fiers aussi. Les gens de Saint-Augustin sont super fiers de l'entreprise. Donc, tu sais, on est local. Puis c'est comme ça dans toutes les distilleries, tu sais, que ce soit dans le bas du fleuve ou à Montréal. Puis ça, les gens locaux, ils disent « Hey, ça se fait ici ». Fait que quand les gens du coin voient la bouteille de gin qui a été faite à Saint-Augustin, bien, ils sont contents. Puis présentement, ils ne la voient pas souvent parce qu'on est souvent en rupture de stock. Mais on commence à fournir un petit peu plus. On avait de la misère à faire. Fait qu'on était excités comme des enfants d'école quand notre gin nous a été livré. Il est vraiment d'une belle qualité. C'est exactement ce qu'on cherchait. Là, tu peux toucher et le sentir. Ça fait qu'on voulait un blé qui était fort en amidon. Ça, on l'a trouvé sur la rive sud de Montréal. Mais on est en train de discuter avec 2 agriculteurs de la Ville de Québec pour qu'ils nous plantent nos propres moissons. C'est important pour toi de travailler avec des produits du Québec? Oui, bien, en fait, le plus local possible. Il y a quelque chose de bien particulier dans le gin que tu fais, c'est de l'écorce de bouleau. Ça vient d'où, cette idée-là? Ça, c'est l'idée de ma sœur. Honnêtement, au départ, on était les 2 là-dedans. Puis ma sœur tenait absolument à mettre de l'écorce de bouleau parce qu'on vient du Saguenay, puis elle disait que c'est un produit indigène. Puis moi, en étant amateur de gin, puis en connaissant plusieurs gins, je me suis dit, ça n'a aucun rapport. Oublie ça. On fait pas ça. Ça fait que ma sœur insistait. Ça fait que quand j'ai fait mes bocaux de test avec des aromates, donc je prenais des petits bocaux comme ça. On avait fait 30, puis je laissais macérer des aromates là-dedans. Puis après ça, je me promenais, puis je recueillais les impressions des gens. J'avais fait un petit bocal d'écorce de bouleau pour faire plaisir à ma sœur. Puis invariablement, c'est toujours ça qui sortait le premier. C'est la lavande qui ressort beaucoup, que je sens le plus. Aussi. C'est le fun parce qu'au Québec, je trouve que tous les gins ont leur personnalité. On a des bons gins, puis chacun a une personnalité différente, que ce soit Saint-Laurent avec les algues, Kilomètre 12 avec
le sapin, puis Circa à Montréal, on en a plusieurs, puis chacun, là, tu prendrais il y en a une dizaine de gins, je pense, ou peut-être un petit peu plus, mais ils ont toutes leur personnalité, c'est vraiment plaisant. Quand tu parles de produits locaux, est-ce que tu penses que le Québec, on est bien placé, justement? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour en produire des produits d'ici? On est dans la terre d'abondance au Québec. Écoute, on a de l'eau de qualité, on a de l'eau en abondance, on a des agriculteurs qui produisent des grains extraordinaires, on a l'expertise nécessaire. Puis moi, j'aime toujours mentionner, c'est comme les producteurs fromagers. Il y a quelques années, les fromages québécois, bien, on n'entendait pas parler. Les fromagers se sont mis à s'intéresser et à développer des fromages. Puis à l'échelle internationale, les fromages québécois, Ils viennent... écoute, ils déclassent les Français. Exactement. Donc, moi, je pense qu'on est capable de faire ça, qu'on est capable de se faire valoir à l'international avec nos produits locaux, nos ressources locales, puis de faire des alcools qui sont extraordinaires. C'est ça le but, en fait, la démarche. Le phénomène des distilleries artisanales est en pleine expansion au Québec. Une vingtaine de microdistilleries sont en activité aujourd'hui, alors qu'il n'y en avait que 3 il y a 5 ans. Ce phénomène, qui fait suite au boom américain et de l'Ouest canadien, a tout pour plaire aux amateurs qui apprécient les nuances subtiles des ingrédients du terroir québécois. Avalanche Québec est un organisme dédié à la prévention des avalanches et à la sécurité en montagne. Son siège social se situe aux abords du Parc national de la Gaspésie et ses célèbres Chic-Chocs, un massif montagneux qui constitue l'un des territoires les plus prisés pour la pratique des sports de montagne. Sarah est allée à la rencontre de Dominique Boucher pour en apprendre davantage sur le phénomène des avalanches au Québec et sur la façon de les prévenir pour sauver des vies. On est dans le parc de la Gaspésie, oui, en compagnie de Dominique Boucher d'Avalanche Québec. Bonjour. Bonjour Dominique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Dominique, ici? Raconte-nous. Bien, ce qui se passe, c'est qu'on a un groupe de gens ici qui sont en formation professionnelle de recherche et sauvetage. C'est-à-dire que l'Association canadienne des avalanches vient de développer un tout nouveau plan de cours pour trouver les gens sous la neige avec toutes sortes de matériel. Et c'est un des premiers cours qui se donne là, au Canada. Ils poussent vraiment là, tous les aspects du recherche et sauvetage pour devenir maîtriser l'art. Il y a une enquête historique qui a été réalisée par le professeur Bernard Étu, maintenant retraité là, de l'Université du Québec à Rimouski. Et le professeur Étu a démontré que depuis 1825, il y a environ 75 personnes qui sont décédées dans des avalanches au Québec. Donc oui, il y a des risques à travers le Québec, dans plusieurs régions même. Et on n'a pas besoin de pentes là, de kilomètres de long pour avoir des pentes meurtrières. Il y a des cas documentés au Québec où une pente d'à peine 30 mètres de hauteur a fait des décès. L'idée de l'avalanche, c'est qu'on a toujours, ça implique toujours une couche faible qui est en dessous d'une couche un petit peu plus résistante, un petit peu plus cohésive, un petit peu plus forte. Et l'idée qu'on utilise souvent pour imager ça, c'est comme si notre maison avait une fondation avec des chips. Ça peut tenir, mais c'est bien instable. Hein? Et souvent, ça va juste prendre un ajout de poids, un ajout de charge sur la couche du dessus pour que la couche faible s'écrase en un point. S'il y a suffisamment d'énergie, bien, cette fissure-là, cette rupture-là dans la couche faible, elle peut se propager. Et ça va se propager jusqu'à un endroit où le manteau neigeux est sous tension. Soit parce qu'il y a une pente un peu plus raide, soit parce qu'il y a des discontinuités. Par exemple, il y a des arbres, puis là, ça fait des discontinuités dans le manteau neigeux. Et souvent, la fracture va se faire à cet endroit-là. Et là, toute la plaque se libère, si on veut, de la pente. Et là, ça se met à glisser vers le bas. Si vous pratiquez tel ou tel sport dans tel ou tel environnement de montagne, bien, le risque d'avalanche pourrait être quelque chose qui vous concerne. D'où l'intérêt de connaître comment agir en cas d'avalanche. Oui, ça, c'est une formation plus pour les professionnels, mais on a aussi des formations pour les amateurs. Donc, pour les adeptes de plein air, pour les gens qui veulent pratiquer leur sport, la raquette, le ski, la planche à neige, la motoneige, l'alpinisme en montagne. Alors là, il y a toutes sortes de formations. Ça va de 1 journée à 4 journées. Et on a même des formations pour professionnels qui vont jusqu'à 7 journées qui s'offrent au Québec. Donc, on a tout un éventail de formations où là, les gens peuvent apprendre justement comment fonctionne le détecteur de victimes d'avalanche, comment fonctionne la sonde,
comment on utilise efficacement la pelle pour déterrer quelqu'un sous la neige. Donc, c'est tous des concepts qu'a priori, on ne se questionne pas tellement. Comment pelleter, on sait tous comment pelleter, mais comment pelleter efficacement dans une neige? Ouais. Puis c'est souvent une neige qui est durcie, très difficile à déplacer. Et il y a des gens qui ont réfléchi à ça et il y a des techniques vraiment efficaces pour optimiser les chances de retrouver les personnes en vie sous la neige. Si vous êtes un pratiquant moyen, je pense que vous faites plusieurs journées durant l'hiver, ça vaut la peine de participer à une formation. La formation de base va inclure des choses aussi simples que reconnaître une pente à risque et de savoir que lorsqu'on fréquente un territoire, qu'il y a certains endroits qui peuvent être à risque, c'est un bon point de départ, ça évidemment. Par là, ouais. Ensuite de ça, dans les cours, on va évidemment travailler beaucoup l'aspect recherche et sauvetage. Donc, qu'est-ce qu'on fait si un compagnon dans notre groupe se fait ensevelir? Et même, qu'est-ce qu'on fait si, comme personne, on se fait ensevelir? Il y a des réflexes qu'on doit avoir pour peut-être même éviter l'ensevelissement. Finalement, des fois, les gens trouvent que c'est quand même beaucoup, hein? Un cours, un week-end, un équipement, c'est 500 $ minimum. Alors là, ce qu'on recommande aux gens, c'est de prendre un guide. Et le guide, c'est son métier, c'est de vous amener, vous faire passer la plus belle journée, la plus belle expérience en montagne et surtout de vous ramener à la maison le soir. Donc, sain et sauf. Sain et sauf, voilà. Donc, je dirais aux gens qui sont peut-être un peu découragés par les étapes que ça prend avant de s'aventurer en montagne, bien, le guide est là pour ça, il va vous amener. Puis souvent même, il va nous amener aux meilleurs endroits parce que lui, il connaît où est la bonne neige, il connaît les conditions en montagne, il connaît les belles pistes pour vous, selon votre niveau aussi de skieur. Alors, moi, je pense que c'est un bon réflexe. En cas d'avalanche, la triste vérité est qu'après 120 minutes sous la neige, les chances de survie d'une victime ne sont que de 20 %. Toutefois, les chances augmentent à 91 % si on intervient entre 0 et 18 minutes après l'ensevelissement. C'est donc définitivement le sauvetage autonome qui constitue la meilleure option d'intervention. À cet effet, rien ne vaut un cours sur le terrain pour apprendre à manipuler l'équipement de sauvetage et être fin prêt en cas d'un événement tragique. On se retrouve à nouveau à Saint-Anaclet de Lessard en compagnie de Marie-Soleil Boucher, avec qui on avait appris à faire des germinations. Aujourd'hui, on va faire des pousses. Alors, c'est un peu différent. Dis-moi, Marie-Soleil, c'est quoi la différence entre les pousses et les germinations? En fait, les propriétés sont sensiblement les mêmes. C'est juste qu'il y a certaines graines qui ne pousseront pas dans un bocal comme ça, juste avec de l'eau. Donc, ils ont besoin de terre, de terreau pour pouvoir pousser. Donc, essentiellement, la différence, c'est le besoin de terreau et, j'imagine, d'équipement aussi. Je vois qu'il y a des équipements un peu plus poussés. Là. Oui, ça prend une lampe. C'est pas nécessaire, la lampe. Il y en a qui le font, pas de lampe, mais moi, j'ai vraiment vu une grosse différence en utilisant la lampe, qui est une lampe à spectre complet. OK, qui reproduit les rayons du soleil. Exactement. D'accord. Donc, outre ces bacs-là, explique-nous comment on fait ça. Bien, d'abord, on fait un peu comme nos graines. Donc, on va faire tremper nos graines dans l'eau pendant toute la nuit parce que c'est des grosses graines. On pourrait faire du sarrasin ou du tournesol. Aujourd'hui, je vais commencer les premières étapes avec les graines de tournesol et je vais les terminer avec le sarrasin. Donc, comme les graines qu'on faisait en germination, je vais faire tremper mes graines dans mon pot. Dans de l'eau. Dans de l'eau. Pour éviter les moisissures, on peut utiliser soit du peroxyde alimentaire, c'est vraiment important que ce soit alimentaire, ou du vinaigre de cidre de pomme. Donc, pour la quantité 1 litre, on met une cuillerée à thé de vinaigre de cidre de pomme ou de peroxyde alimentaire dans notre mélange. Puis là, on va laisser ça toute la nuit macérer. Là, j'ai laissé tremper, je les ai égouttés et dans le fond, je les ai laissés sur le bord de mon lavabo pendant à peu près 2-3 jours jusqu'à temps que ma graine fasse un petit germe. Comme ça va être beaucoup plus facile à pousser. Ensuite de ça, on va mettre la terre dans nos petits bacs. Là, pour les contenants, là, on peut vraiment utiliser n'importe quel contenant en autant qu'on ait un bon pouce là, de terre à offrir à une certaine profondeur. C'est ça. D'accord. Donc, on va mettre notre terreau dans le bac. Moi, j'utilise un terreau à base de fumier de vers de terre qui est produit ici localement, dans le Bas-Saint-Laurent. On peut vraiment remplir là, pour s'assurer d'avoir un bon pouce de terre.
Est-ce qu'il faut compresser ou Il ne faut juste pas l'étaler? compresser, mais il faut s'assurer que ça soit pas mal égal pour que nos germinations, ce qui est intéressant à la fin, c'est que ce soit tout égal. Donc, le fait qu'il soit, OK. qu'il Donc, soit que ce soit nivelé. nivelé, Mais exactement. non compressé. OK. Comme Puis ça. là, on va prendre nos graines et on va les parsemer sur notre terreau, comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité parce que c'est là qu'on pourrait retrouver des petits champignons blancs là, autour des graines. C'est pour ça que on les a égouttés, ils ont séché un petit peu, puis là, on les met sur la terre qui n'est pas mouillée. Là. Elle vient directement du sac. Ensuite de ça, on va mettre un autre cabaret par-dessus. On met notre cabaret et c'est important d'avoir du poids sur le cabaret. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je remets du terreau pour avoir déjà ma prochaine fois de préparer. Sinon, on pourrait mettre un gros livre ou un poids. OK. Le but de ça, c'est que les graines restent à la noirceur, mais aussi qu'ils poussent par-dessus le cabaret pour pousser égal. Comme ça, à la fin, quand on récolte, on a juste à passer notre ciseau, puis on fait une belle récolte. Ça va aussi donner de la force aux germinations. Puis il ne faut pas avoir peur. Là. Ça peut durer un gros 4-5 jours là, en dessous du... Avec le poids. c'est Mais là, ça. on n'a pas arrosé. On n'arrose tout. pas parce On que n'arrose pas. nos graines ont été trempées, puis Voilà. là, on les a arrosées matin et soir, on les a rincées. Ils sont assez humides pour... Parce que comme c'est fermé hermétiquement, on ne veut pas qu'il y ait trop d'eau, sinon ça pourrait faire la moisissure. Fait que D'accord. le terreau sec plus le fait qu'il ait été rincé. OK. OK. Pour les besoins du tournage, là, j'ai changé mes contenants parce que j'ai parti ça il y a 4-5 jours. Je voulais vous montrer qu'avant d'enlever notre poids qui est sur le dessus, on peut s'attendre à une belle petite craque. Là. Les pouces sont vraiment poussés là, d'un Il demi-pouce. soulève le plateau. C'est ça. OK. Puis, on a tout le temps peur hein, que ça soit... faut-tu que je les enlève? Tu sais, prenez le temps qu'il y ait vraiment un bon pouce. Puis là, on va enlever notre poids. C'est quand même assez lourd. C'est à cette étape-ci qu'on a besoin de lumière pour donner du vert à nos pouces et pour que nos pouces puissent se lever. Notre lumière, il y en a qui peuvent l'accrocher là, sous l'armoire ou ça peut être une petite chose comme ça. Il y en a qui le font descendre avec un fil de pêche. Chaînette, oui. Là, ici, c'était pour le tournage. Là, on s'imagine qu'on veut, on veut vraiment la lumière dans l'autre sens pour qu'elle aille le plus possible partout. Puis, on va allumer la lumière. Ça va durer à peu près un autre 3 à 5 jours, dépendamment de la température dans la maison. Et puis là, nos pouces vont se lever vers le soleil, vers la lumière, et c'est le temps de les arroser. Soit qu'on l'arrose avec un petit push comme ça, ou on pourrait aussi prendre un arrosoir plus gros. Là, c'est selon ce que la plante a besoin là, d'eau. Et au bout de 4-5 jours, on arrive à peu près à ce stade-là. Là, je dirais qu'il manque à peu près une journée ou deux, mais on voit là, à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Puis quand les pouces vont être pas mal toutes de la même hauteur, de la même grosseur, on va pouvoir prendre nos ciseaux et venir récolter en faisant une petite coupe de cheveux pour venir manger nos pouces qui sont très bien mérités. Oui, de sarrasin. Et ça, bien, avec les germinations, on peut utiliser ça dans différentes recettes. Comment tu les apprends? Oui, ça peut être... Nous, des fois, c'est simplement comme légumes dans l'assiette. On en met une petite portion. Ça peut être mélangé dans une salade. Encore là, dans des smoothies, dans des sandwichs. C'est une façon de s'alimenter qui coûte pas cher puis qui est accessible toute l'année. Tu sais, des fois, les légumes à l'épicerie l'hiver sont pas super frais ou, tu sais, on dirait qu'on a moins le goût, mais c'est vraiment super... c'est super vitalisant, puis en plus, ça nous amène à un sentiment de satisfaction. Puis, tu sais, on peut se tromper, hein? Ça peut arriver qu'il y ait des petites moisissures, c'est pas grave, on recommence. C'est comme jardiner, on apprend en le faisant. Fait que, tu sais, l'important, c'est pas que ce soit les pousses parfaites, c'est vraiment d'avoir du plaisir et d'apprendre à travers cette expérience-là. Bien, merci beaucoup, Marie-Soleil, de nous avoir montré comment faire des pousses. On va pouvoir en faire chez soi maintenant. Merci. Yeah.